Sur cette chaîne, je parle essentiellement de l'aspect scientifique pour les innovations dans l'écologie. Mais il y a un aspect que je ne mentionne pas souvent, c'est l'entrepreneuriat. En effet, vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, si au final vous n'avez pas étudié la viabilité économique de la solution, ça ne vaut rien. Je viens récemment de terminer un livre que Bill Gates a écrit justement et qui se nomme Climat, comment éviter un désastre. Et dans son livre, Bill Gates aborde plusieurs thématiques que je vais reprendre dans cette vidéo et commenter afin de vous donner son point de vue d'entrepreneur, mais aussi un point de vue critique à son propos. Alors Bill Gates est-il visionnaire, ou bien a-t-il une vision trop optimiste que les grands leaders du monde technologie peuvent avoir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors on connaît tous Bill Gates, le fondateur de l'entreprise Microsoft, mais peut-être pas autant de monde sont au courant pour son application dans l'écologie. Il a par exemple fondé une organisation du nom de Breakthrough Energy en 2015 afin d'accélérer les innovations dans le domaine des énergies renouvelables. Dedans, on va aller des énergies traditionnelles, comme les carburants renouvelables, comme on a pu le voir d'ailleurs sur cette chaîne. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les biocarburants, vous pouvez y jeter un œil où je vous explique les différentes générations de carburants plus verts, à des énergies plus disruptives, comme la fusion nucléaire. Alors dans ce fond, on va retrouver également d'autres noms bien connus du monde de la tech, comme par exemple Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma. Alors pour vous avouer, celui-là m'a un peu surpris, vu les tensions entre les États-Unis et la Chine, où on va voir aussi Richard Branson. On a également dedans des milliardaires de la finance plus traditionnelle comme Michael Bloomberg ou bien George Soros. Dès le début de son livre, il va annoncer le chiffre à viser pour la réduction de CO2 équivalent, qui correspond au CO2 ou autres gaz participant au réchauffement climatique, où il faudrait une quantité équivalente en CO2 pour produire le même réchauffement. Alors cette valeur, c'est de 51 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Il mentionne ensuite le fait que pour devoir atteindre les objectifs de ne rien émettre en gaz à effet de serre d'ici 2050, pour les pays développés je précise, il faut que les stratégies mises en place visent cet objectif et date limite plutôt que de procéder par itération et date intermédiaire. Je m'explique. Si l'on voulait améliorer par itération, on serait tenté de vouloir passer des hydrocarbures au gaz, qui polluent moins mais émettent toujours quelques gaz à effet de serre. Le problème est qu'il faut ensuite rentabiliser ces installations, ce qui aura tendance à repousser les autres technologies à même de mener au zéro émission. Or, cela pourra repousser également la date limite qui nous intéresse, qui est 2050. Ainsi, dans son livre, il prône le fait de sauter des étapes en passant directement aux technologies menant au zéro émission, même si cela donnera l'impression au début, notamment jusqu'à 2030, que peu de résultats ont été obtenus. Et parmi l'énergie menant au zéro émission, Bill Gates prône l'électricité et incite donc à passer directement au tout électrique. Il va ensuite découper les émissions en 5 catégories que sont la fabrication des choses pour 31% du total, le branchement aux infrastructures, l'énergie en somme pour 27%, l'alimentation pour 19%, les déplacements pour 16% et le chauffage ou le rafraîchissement pour 7%. Il rappelle également que dans le monde, nous consommons actuellement 3000 gigawatts et qu'aux États-Unis, cela représente une portion de 500 gigawatts et que pour une ville de taille moyenne, celle-ci va consommer dans les alentours de 1 gigawatt pour avoir un ordre de grandeur. Afin de comparer les solutions fossiles avec les solutions vertes, il mentionne le terme de Green Premium qui correspond au surplus à payer pour utiliser une technologie verte. En effet, la raison pour laquelle nous utilisons autant les énergies fossiles est que celles-ci sont extrêmement denses et bon marché, ce qui rend les alternatives plus vertes plus difficiles à percer. Ainsi, la raison pour laquelle nous devons réaliser la transition à une autre technologie n'est pas économique, en tout cas ce n'est pas la raison principale, mais écologique, où le but est d'émettre moins de gaz à effet de serre. Et son objectif est donc de rendre les technologies vertes aussi peu chères que leur équivalente fonctionnant aux hydrocarbures. C'est cependant un des points où je ne suis pas d'accord avec lui, dans le sens où il n'est pas impossible qu'un jour nous découvrions une technologie plus efficace que les énergies fossiles et qui rendrait alors les green premium négatifs. C'est d'ailleurs un des points mentionnés par Peter Thiel, un autre milliardaire de la Silicon Valley, dans son livre de 0 à 1 que je recommande, où il mentionne le fait que la raison pour laquelle la transition vers une autre énergie ne s'est pas faite de façon franche est à cause du manque de disruption dans ce secteur, qui donnerait alors un net avantage par rapport aux autres énergies. La fusion nucléaire peut être une de ces solutions, mais il n'est pas exclu qu'un jour il existe également d'autres sources d'énergie que nous n'avons pas anticipées actuellement. Pour les solutions où ce green premium serait déjà proche de zéro,
il mentionne le fait que la raison pour laquelle celles-ci ne sont pas déployées encore actuellement ne sont pas d'ordre économique, vu qu'il n'y a pas de surcoût, mais d'ordre politique. Il conseille par ailleurs d'investir là où les green premiums sont les plus élevés, afin de faire baisser les prix grâce à la recherche et le développement, et la production en masse. Un autre point où je ne suis pas totalement d'accord avec lui est que les entreprises devraient investir massivement afin d'avoir les technologies prêtes pour les pays développés, pour ensuite les exporter dans les pays en développement. Ça donne un aspect de sauveur qui viendrait aider les pays incapables de se débrouiller par eux-mêmes. Et dans une certaine mesure, alors oui, il a raison, parce que certaines technologies ne seront pas accessibles à ces pays autrement, mais d'un autre côté, certains des investissements pourraient être faits directement dans ces pays afin de leur permettre de se débrouiller tout seuls face au réchauffement climatique, ce qui donne un peu dans son discours l'impression d'une sorte de colonialisme, du sauveur. Comme toutes les réductions d'émissions ne suffiraient pas, car le zéro émission dans tous les processus serait très difficile, Bill Gates est également un fervent défenseur des technologies de captage du CO2. C'est également une des solutions envisagées par l'AIE, alors l'Agence internationale de l'énergie, afin de compenser les parties où l'on n'arriverait pas à venir au zéro émission. Concernant la fabrication des choses, parmi les différents composés mentionnés, on va avoir le ciment, faisant partie de la composition du béton. Or, le plus gros consommateur de ce composé est la Chine, qui pendant les 16 dernières années ont utilisé davantage de béton que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. On ose imaginer ce que ça va donner avec l'Inde, qui est en train de se réveiller et de croître rapidement. Un des autres composés est l'acier, qui est quant à lui recyclable. Et enfin, un des autres composés que Bill Gates mentionne est le plastique. Même s'il y a plein d'autres composés qui polluent, on est d'accord, il a décidé de se concentrer sur ces trois matériaux. Il va alors décomposer les émissions dans le processus de fabrication en trois étapes. Premièrement, lors de l'utilisation de l'énergie nécessaire au fonctionnement des usines. Deuxièmement, pour produire la chaleur afin de permettre les réactions de se réaliser. En effet, la chaleur va permettre d'activer certaines réactions qui autrement ne se réaliseraient pas à l'état naturel. Ce n'est pas toujours le cas si l'énergie d'activation est très basse. Et troisièmement, lors de la fabrication des matériaux en eux-mêmes, en tant que sous-produit d'une réaction. Il est bon de mentionner ici qu'il existe ce qu'on appelle un cycle de vie, qui n'est pas exactement ce qu'il mentionne dans son livre, où il faut prendre en compte la façon dont le produit a été fabriqué, dont il est utilisé, mais aussi dont il est recyclé ensuite, pour voir si un produit est vraiment écologique. C'est lorsque l'on ne peut réduire les émissions totalement que Bill Gates va alors encourager l'utilisation des technologies de capture de CO2. Concernant l'alimentation, en agriculture, les émissions à prêter attention ne sont pas essentiellement le CO2, mais plutôt le méthane et le protoxyde d'azote. La fermentation qui se passe dans les estomacs des ruminants lorsqu'ils mangent de l'herbe, afin de décomposer les aliments, est la principale cause d'émission des gaz à effet de serre dans ce secteur. La seconde plus grande émission du secteur est liée aux déjections des animaux, qui produisent alors du méthane, du protoxyde d'azote, du soufre et de l'ammoniac. Et parmi les solutions envisagées, il y a la viande végétale. Cependant, ce composé coûte encore plus cher, un peu moins du double, pour la fabrication que son équivalent animal. Il mentionne alors la viande en laboratoire, qui est encore plus dystopique, mais les coûts sont encore trop élevés pour envisager cette alternative comme une solution sérieuse. Et il mentionne ensuite le fonctionnement dans l'agriculture des plantes, notamment leur fonctionnement afin de croître, en consommant entre autres de l'azote. On va avoir ainsi des fertilisants qui vont épandre de l'azote en masse sur les sols, mais ceux-ci sont ensuite très mal assimilés, polluant les sols. Et la déforestation va également jouer un rôle dans l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En effet, tout le carbone stocké est ensuite relargué. Cependant, il faut bien se mettre à la place des pays qui font de la déforestation, qui le font non pas par envie de polluer, mais pour des raisons souvent économiques. J'ai voulu ensuite faire des recherches plus poussées sur l'évolution de la forêt en France, et j'ai été surpris d'apprendre que la surface de la forêt a doublé depuis le 19e siècle, mais qu'elle avait en revanche bien diminué avant si l'on prend de l'époque romaine jusqu'au 19e siècle. Et l'évolution de la démographie a eu un impact sur la possibilité des arbres de se développer notamment. C'est pourquoi il encourage les pays développés à subventionner la préservation des forêts dans les pays en développement, ainsi que de leur garantir le développement économique du pays via d'autres façons. Il y a aussi une chose que je ne savais pas, c'est que les arbres dans les régions enneigées sont à l'origine de plus de réchauffement que de refroidissement,
car ils sont plus sombres que la neige et la glace et absorbent ainsi plus de chaleur que des choses claires. A l'inverse, les arbres dans les régions tropicales contribuent au refroidissement de la région, car ils libèrent de l'humidité qui se transforme en nuages et lesquels réfléchissent la lumière du soleil. Même si on peut se dire aussi que l'eau est un gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique, donc je pense qu'il a dû considérer ça lorsqu'il parlait de contrebalancer l'effet réfléchissant. Enfin, il a une conviction que planter des arbres ne résoudra pas le problème des émissions de CO2, car ceux-ci n'absorbent pas assez de CO2, mais qu'il faut empêcher la déforestation et replanter les arbres s'il y en a qui sont abattus, afin de compenser les pertes de stockage de carbone et éviter d'aggraver le problème, sans pour autant s'en servir pour le résoudre. Mais avant de continuer, je tenais à vous demander une chose. Si vous aimez le contenu que je produis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu afin d'aider à promouvoir ces vidéos éducatives. Concernant les transports, cela va concerner tout ce qui est fret, avion, camion, bateau. Donc cette partie-là est responsable de l'augmentation des émissions dans ce domaine-là, mais aussi des véhicules privés, et cette partie-là va rester plutôt stable. En volume, le transport maritime va réaliser le transport de 90% de nos marchandises. Il y a d'ailleurs un documentaire sur Arte qui aborde des solutions envisagées pour ce type de transport. Le titre du documentaire est La révolution verte des porte-conteneurs, je crois. En termes d'émissions dues au transport, une bonne partie vient des pays riches, mais cette partie est en train de baisser suite aux mesures prises pour lutter contre le réchauffement. En revanche, on voit une augmentation des émissions dans les pays en développement, car ceux-ci sortent de la pauvreté et les gens achètent alors plus de voitures. Par exemple, la Chine a vu ses émissions liées au transport doubler au cours des 10 dernières années et a même fait x10 depuis 1990. On voit cependant un ralentissement d'augmentation de ces émissions en Chine car le pays a fait de gros efforts pour promouvoir les véhicules électriques. Et en moyenne, une voiture a une durée de vie de 13 ans après sa vente initiale avant de finir à la casse. Du coup, si on veut passer au tout électrique d'ici 2050, il faut que les ventes de véhicules électriques soient de 100% d'ici 2035. En regardant le communiqué de presse de la Commission européenne, on voit que c'est effectivement l'engagement qu'ils ont pris. Et en revanche, même si l'électrique est une solution d'avenir pour tous les petits véhicules, cette solution est beaucoup plus controversée pour les gros véhicules, que ce soit les camions, mais aussi les moyens de transport plus importants comme les avions et les bateaux, où il faudra un tel poids de batterie que ça ne serait pas rentable au final. En tout cas pour le moment, et peut-être que des batteries plus efficaces viendront un jour remettre en question ce postulat. Ceci, même si certains projets comme Solar Impulse, où le projet consistait à réaliser un tour du monde dans un avion tout électrique, qui était un franc succès, mais le nombre de personnes transportées était très limité. Concernant le chauffage et la climatisation, d'après l'AIE, la demande en électricité pour la climatisation va tripler d'ici 2050. C'est d'ailleurs un des enjeux concernant l'habitation. En effet, même si tout le monde se chauffe l'hiver et qu'il est important de bien isoler les bâtiments, peu de gens envisagent la période de l'été où il fait de plus en plus chaud et que de plus en plus de monde cherche à se rafraîchir. Pire, les bâtiments bien isolés peuvent même avoir l'effet contraire et chercher à tout prix à bien réchauffer en hiver, ce qui en fait un four pendant l'été, et ceci va ainsi pousser les gens à potentiellement acheter des climatisations, soit mobiles si les personnes concernées sont locataires, soit incorporées dans le logement s'il s'agit de propriétaires. Et dans ce cas-là, il y aura le choix entre des climatisations sans unité extérieure, avec peu de travaux, et des climatisations réversibles, aussi appelées pompes à chaleur RR, plus efficaces mais également plus onéreuses. Alors j'ai fait une vidéo short sur le fonctionnement de la climatisation, n'hésitez pas à y jeter un œil pour voir comment ça marche. De la même façon, selon l'AIE, les gens n'achètent pas les climatiseurs les plus efficaces du marché pour un prix donné. Or, pour un même prix, les performances peuvent doubler, voire parfois tripler pour les climatiseurs haut de gamme. Il faudra ainsi des normes d'efficacité afin que les gens soient mieux informés selon elles. De plus, dans ces climatiseurs, il y a un gaz que l'on appelle gaz F, qui pollue beaucoup et cause des milliers de fois plus de réchauffement que la quantité équivalente en CO2. Bill Gates conseille ainsi de remplacer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur, plus performantes énergétiquement et fonctionnant à l'électricité. Cependant, cette vision est sans compter le prix de ces installations, allant de 8 000 à 10 000 euros en moyenne, potentiellement réservées aux propriétaires.
En ce qui concerne les enjeux politiques, toutes les villes vont être impactées par le réchauffement climatique, mais ce seront les villes côtières qui connaîtront le plus de difficultés. Ainsi, des centaines de millions de gens pourraient être contraints de quitter leur foyer quand le niveau des eaux montera. On peut alors se demander la pertinence de mesures telles que la non-artificialisation des sols, empêchant la construction de nouveaux bâtiments, quand un tel réaménagement du territoire va être nécessaire, en ajoutant à cela le télétravail. Et l'utilisation de mangroves, qui sont des petits arbres poussant le long des côtes et qui peuvent vivre en eau salée, pourrait permettre de freiner la montée des eaux et de conserver une partie de l'habitat naturel avec leur écosystème associé. Et une des prédictions qui m'a choqué dans le livre de Bill Gates est le fait qu'il mentionne qu'il y a un risque que plus de 5 milliards de personnes ne soient plus en mesure de se procurer assez d'eau potable au moins une fois par mois d'ici le milieu du siècle. On peut donc s'attendre à ce que les politiques vis-à-vis de la gestion de l'eau soient de plus en plus draconiennes à mesure que l'eau viendra à manquer. Et dans son livre, il mentionne également le fait de se préparer au pire et que des solutions extrêmes comme la géo-ingénierie seront à envisager ponctuellement en cas de climat extrême, comme des fortes chaleurs par exemple. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet qui pourrait vous intéresser, vous expliquant comment fonctionne la géo-ingénierie. N'hésitez pas à y jeter un œil. Concernant l'aspect politique, il mentionne aussi quelque chose d'assez frustrant, qui est que le secteur de l'énergie est extrêmement conservateur et n'investit que 0,3% de ses revenus en recherche et développement. Or, quand une idée en est au début, il faut accepter de prendre plus de risques et que ça ne marche pas, en particulier pour le secteur de l'énergie, qui demande des temps plus longs. C'est là où il mentionne l'intervention de l'État, car les sociétés privées ne voudront pas prendre de tels risques sur des temps aussi longs. En revanche, dès que les gains sont plus évidents, c'est au secteur privé de prendre le relais afin de ne pas trop endetter l'État. Et dans son livre, Bill Gates mentionne également un plan pour arriver au zéro émission. D'après les scientifiques, il faut que les pays développés arrivent au zéro émission d'ici 2050. Or, si l'on prend en compte qu'il faut rentabiliser les infrastructures, c'est pourquoi de nombreuses politiques visent la fin de production de certains produits d'ici 2030-2035, afin que les anciennes versions soient retirées de la circulation d'ici là. Pour avoir de nouvelles innovations, il faut augmenter l'offre et la demande de ces innovations. Concernant l'offre, Bill Gates invite les gouvernements à réaliser plus d'investissements dans la R&D, notamment ceux à haut risque mais qui pourraient s'avérer extrêmement rentables sur le futur. On voit ici un propos typique des investisseurs privés cherchant la future poule aux œufs d'or afin de pouvoir rentabiliser leur investissement. Ce que je ne savais pas est qu'il y a eu dans le passé des investissements qui n'étaient pas une bonne affaire, comme celle de Solyndra où les États-Unis avaient investi massivement pour ne pas avoir de retour sur investissement parce que la boîte avait fait faillite. L'un des plus gros problèmes dans les investissements de long terme publics est qu'il faut que ces investissements tiennent dans le temps, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on peut le voir avec le nucléaire par exemple. Et concernant la demande, Bill Gates invite également, et encore, les gouvernements à favoriser ce type d'innovation via des achats ciblés sur ce type de produit afin de garantir des revenus stables et récurrents pour ceux qui prennent des risques. On peut avoir aussi l'incitation des maires à n'acheter que des véhicules électriques ou roulant au biocarburant, ou bien construisant uniquement avec des matériaux verts. Et je m'arrête un instant ici car ça m'a un peu surpris venant d'un chef d'entreprise et venant aussi des États-Unis où ils sont plutôt capitalistes, de cette approche très centrée sur l'État, où justement l'État devait intervenir beaucoup plus dans le fonctionnement de l'économie. Comme d'autres entrepreneurs, ils demandent également des avantages fiscaux afin d'encourager le développement de ce type de technologie. À ce moment-là, on peut se demander aussi comment ça va se goupiller. En effet, si avec toutes ces solutions proposées, l'État abonde autant d'argent, cela revient à demander aussi plus d'efforts de la part des citoyens pour pouvoir payer la dette ensuite. On peut alors se demander si ce n'est pas une façon déguisée de réaliser un transfert d'argent de la part des citoyens lambda vers les riches, qui trouveront ensuite des moyens pour éviter de payer un impôt juste une fois les gains réalisés et la fortune amassée. Enfin, il est également pour la mise en place de normes qui mettraient les entreprises polluantes et celles écologiques avec un green premium sur un même pied d'égalité. Voilà pour le résumé de ce livre. Je l'ai trouvé plutôt intéressant, même si j'ai été déçu de ne pas avoir plus de chapitres sur la partie digitale, le rôle que pourrait jouer l'intelligence artificielle, le cloud ou encore l'informatique quantique. Venant de quelqu'un de ce milieu, je m'attendais à plus de ce côté-là pour vous avouer. J'encourage vivement aux gens de le lire,
car cela peut permettre d'avoir une vision plus globale du problème à résoudre. J'ai également été surpris de voir son envie d'un interventionnisme de l'État, qui correspond en partie à ce que la Chine fait pour ses propres entreprises, mais qui est plus éloigné du fonctionnement des États-Unis, en tout cas il y a une certaine époque. On peut également se demander où les pays développés vont trouver un tel argent pour financer tous ces investissements. De plus, sa théorie se base sur l'hypothèse qu'ensuite les entreprises de ces pays iront vendre leurs produits aux pays en développement. Mais si tous les pays investissent massivement, on peut se douter que les gains ne seront pas forcément les mêmes pour tout le monde et que potentiellement certains pays n'auront pas d'aussi bons retours sur investissement. Ça ressemble plus à une stratégie du premier de la classe qui serait sûr de gagner, en adéquation avec les États-Unis du coup, mais plus difficilement applicable pour des économies plus en retrait comme l'Europe. Et ça ressemble aussi à une sorte de lutte à mort entre les pays, à celui qui abondera le plus d'argent public aux entreprises privées. Celui qui l'aura fait récupérera les gains, et les autres auront payé un montant trop cher pour ces mêmes technologies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à une prochaine, pour une autre vidéo. Ciao!